Le podcast Tribu est produit avec le soutien de Maroc Télécom. Bienvenue à tous sur Radio Ma'arif, nouveau podcast Tribu. Si vous êtes des fidèles de Radio Ma'arif, vous savez que la semaine dernière, on a consacré un podcast à la première des grandes familles tribales marocaines, les Snahaja. Pas uniquement marocaines, mais y compris marocaines, vu qu'on fait... voilà. Toute l'Afrique du Nord. Et on est toujours, vous l'avez reconnu, il a démarré avant la présentation, Mustafa Kadeli, l'homme que l'on ne présente plus. Et on va continuer à parcourir ces familles tribales du sud vers le nord. Snahaja, c'était la plus au sud, et au-dessus, si j'ai bien compris, il y a les Msmoda. Ouais, les sédentaires. Les sédentaires. Les sédentaires et les habitants de la montagne. Les habitants de la montagne. La montagne, l'anti-Atlas et le Haut-Atlas, par excellence. Voilà, qui ont aussi exercé le pouvoir dynastique via les Almohades. Absolument. Qui vont se bagarrer avec les précédents héros du podcast d'avant, les Almoravides. Absolument. Voilà. Alors, qui sont les Msmoda, s'il te plaît? Alors, on a parlé des Sanhaja pour dire que se distinguent par la couleur, peut-être. Ils Znagan, donc les Mzanguin, les rouges, les habitants du Sahara. Et les Msmoden, selon les étymologies les plus proches de Feu ça renvoie à Hamoud. Hamoud, c'est Ifsan Zria. Oui. C'est-à-dire les sédentaires, les agriculteurs sédentaires. Qui a donné et ça colle une chaîne de boulangerie. En plus. Donc, ce sont des sédentaires, montagnards, agricoles. Agriculteurs, chiquer l'élevage est secondaire. Je veux dire, bon, s'ils ont un petit troupeau de 10, 15, 20 bêtes maximum, c'est tout. Mais sinon, c'est essentiellement des gens qui habitent les hautes vallées de la montagne, du Haut-Atlas. C'est pour ça qu'on est impressionné aujourd'hui encore. Les gens sont impressionnés par le choix de ces gens. Parce que, imagine, quand les Français sont arrivés, ils nous ont développé une théorie dans le cadre de la dichotomie. Les Arabes sont arrivés, ils ont chassé les Berbères de la plaine et les ont refoulés à la montagne. Et beaucoup de gens, malheureusement, reproduisent cette connerie. Alors que l'installation en montagne est un choix. Quand on voit l'histoire du climat, l'histoire de la sécheresse, l'histoire de la pluviométrie, etc., c'est pas quelqu'un qui les a chassés parce que dans l'imaginaire européen, la montagne est un refuge. Non, c'est un choix pour plusieurs raisons. D'ailleurs, quand on voit la manière de construire l'habitat, de laisser les terres arables complètement hors construction, parce que c'est interdit jusqu'à encore aujourd'hui, malgré les quelques abus des fois, de construire là où on peut labourer. Et ça, on le voit très bien. Ça se demandait, ça. On le voit très bien dans les hautes vallées du Haut-Atlas. C'est les gens qui s'accrochent à construire une maison dans un lieu qui nous paraît inaccessible, mais l'objectif, c'est d'avoir le maximum possible de terrain, parce que justement, il n'y a pas beaucoup de terrain arable. Et surtout, l'irrigation qui va avec. Donc, tout un système ingénieux de faire des canalisations à partir d'une source pour partager l'eau, pour la diviser et surtout assurer une agriculture pratiquement 12 mois sur 12. Est-ce que tu peux nous donner les zones des Msmoda avec les noms d'aujourd'hui? C'est tout le Haut-Atlas à partir par exemple de ce qu'on appelle le Haut-Atlas central, c'est-à-dire le Haut-Atlas à partir de Zaouïa Hansal, pratiquement de Eit Bougmez jusqu'à Marrakech, on l'appelle le Haut-Atlas central. Le Haut-Atlas occidental qui surplombe Souira et Agadir, côté Taïrudant également, et tout l'anti-Atlas. Parce que c'est des populations sédentaires. Donc, à la base. Quand tu parles d'anti-Atlas, tu parles de Sefraout, tout ça? Oui, tout jusqu'aux marches de Glumim, jusqu'à pratiquement la fin de l'anti-Atlas. C'est eux les Msmoda. C'est eux les Msmoda. Mais ça n'empêche pas qu'il y a des petits groupements de Znaga ou Snahaja ou Znata dans les groupements. Bien sûr, on le voit des fois par les noms des tribus, etc. Mais qui sont devenus sédentaires et qui s'exercent sur le plan économique, je veux dire, selon le système de fonctionnement local, c'est la géographie qui le détermine. Je ne sais pas si tu as une réponse, mais quand on parle de ces grandes familles tribales, est-ce qu'on a une idée de leur poids démographique respectif? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a plus de... Est-ce qu'on parle d'un réservoir de population qui est comparable au Snahaja, moins, plus, enfin, est-ce que c'est des groupes? Je parle vraiment d'individus, si on était capable de les compter à un moment X de l'histoire. Est-ce qu'ils sont comparables en termes de volume ou pas du tout? Contrairement aux apparences, les zones de montagne sont des zones très peuplées. Et quand on voit aujourd'hui les migrations des gens de l'anti-Atlas ou du Haut-Atlas partout au Maroc et même à l'étranger, c'est impressionnant. La démographie, surtout dans ces zones de montagne-là, précisément. Ce n'est pas le cas du Moyen-Atlas où c'est moins dense, à mon avis, par rapport au Haut-Atlas. Mais la densité dans le Haut-Atlas et l'anti-Atlas est assez impressionnante. D'ailleurs, ce qu'on appelle aujourd'hui les Chleuh, d'une manière générique, c'est des gens qui, à partir pratiquement de Marrakech-Glumim, et qu'on trouve partout au Maroc et à l'étranger. Partout. Et quand on va sur place, je veux dire, les habitants sont toujours là. Il y a une démographie assez importante, malgré la saignée
depuis pas que le XXe siècle, hein, je veux dire même au XIXe siècle. On les trouve un peu partout, hein, je veux dire jusqu'à... les migrations, le mouvement lié au commerce, à se planter ou à se transplanter ailleurs, à exercer des activités ailleurs est quelque chose d'historique. Oui, il y a la mobilité, même si on parle de sédentaires, on ne parle pas de nomades. De sédentaires, absolument. On parle de sédentaires, par même contre, agriculteurs, donc liés à leur... voilà. Par contre, on parle aussi, ce qui a été valable pour les Sanhaja doit être valable pour les Msmoda, c'est-à-dire que le fait qu'ils aient exercé un pouvoir almohade sur une zone très grande, hein, l'Empire almohade, je pense, c'est le plus grand... jusqu'en Tunisie, jusqu'à pratiquement l'ouest de la Libye, voilà, jusqu'à la la moitié Tripolitaine. de la péninsule ibérique. La moitié de la péninsule Ça ibérique. veut dire que, comme pour les Sanhaja, dans une encore plus grande échelle, ils ont diffusé ou installé les membres de leur clan dans tout le territoire. Oui, mais en récupérant la bureaucratie auparavant. Par exemple, l'Ibérie, c'est un espace znati par excellence, on en reparlera. L'Espagne et le Portugal, ce qu'on appelle historiquement l'Andalousie. Ça, c'est le protest suivant. Ouais. On reste sur les Msmoda. D'accord. Non, mais je dis, ils récupèrent la bureaucratie. Shluh, quand on dit shluh, aujourd'hui, C'est des Msmoda. d'accord. C'est devenu quasi... Ah oui, c'est systématique. Même si le terme est devenu Donc, Tchèchelhit, c'est l'espace Msmoda. Justement, c'est ça l'accent des Msmoda avec son ahwash, ici, système d'ahwash très varié, bien sûr. Ahwash, c'est Msmodi. Ah, c'est Msmodé, clairement. Haïdous, tu me disais que c'était... C'est Snaja, Oznagi. Ah, parce qu'ils sont dans des endroits géographiques très proches. Hein. Oui, mais dans les zones où les deux groupes se touchent, où les deux accents, des fois, par exemple, la vallée de Aït Bougmaz, c'est la limite entre l'accent Tachlhit du sud et le Tamazirt du nord. Et tu as une vallée, une rivière, hein, qui sépare les deux accents. Qui fait Tamazirt du nord. Tamazirt du nord de Tachlhit, c'est-à-dire de l'espace Msmoda, c'est-à-dire on va vers le Moyen Atlas. Et c'est Bougmaz qui est un peu la limite côté nord, et la même chose côté sud, c'est-à-dire de Ouarzazat à Qalath Mgouna, de, je sais pas moi, de Demnat à Zilal, et ben ça y est, on est dans un espace de switching entre les deux accents. C'est pour ça que les gens originaires de ces régions-là, ils ont l'avantage de comprendre facilement et de parler facilement les deux accents parce que c'est le moment de switching, y compris avec la Darija, parce que c'est des zones qui touchent également les plaines atlantiques. C'est la même chose pour le nord, entre l'accent de Tamazirt du Moyen Atlas et Tamazirt du Rif. Et ben, les gens de la zone de Taza, ils sont capables de faire les switching sans problème parce que c'est une zone de transition d'accent. Tu parlais des zones de contact entre les Sanhaja et les Msmoda, ils se sont fait une guerre horrible, hein, on est d'accord. Ah, dans l'histoire des... Voilà. Le passage de pouvoir entre les Almoravides et les Almohades est une histoire sanglante. Tout à fait. D'accord, on est d'accord. Ah oui, oui. Ça, c'est noté dans l'histoire. Ouais. Ah bah le pouvoir. Hein. Qu'est-ce qu'on a de Msmodé aujourd'hui, chez nous, au Maroc? C'est-à-dire, est-ce que, par exemple, le tapis, c'est quelque chose où on ne peut pas dire ça? Je ne sais pas. Non, quelque chose de générique. Grosso modo, c'est délicat. Bon, comme je dis, ahwash wahidous, pour les distinguer, il n'y a pas de problème. Mais, par exemple, quand on dit le Gdra du Sahara, c'est Snahaj et Znaga, c'est clair. Ouais, on a un espace de transition. Non, parce qu'il y a tellement de tribus, tellement de nuances, tellement d'espaces, que chacun a ses propres particularités. On a les plus connus, par exemple, on dit le tapis de Taznart. Mais au fait, c'est un tapis d'une zone autour de Taznart. Mais il se distingue de celui de Waouzgit, qui sont leurs voisins. Mais il y a toujours une petite nuance. Et ainsi Non, de mais suite. si tu me dis les Almohades sont des Msmoda, donc l'art Almohade est Msmodé. En principe. D'accord. Donc quand on regarde, par exemple, la Khiralda ou la Koutsoubia. Non, ça existait au temps des Almoravides également. Ce système, il existait au temps Non, des mais je parle Almoravides de marché, en fait. parce qu'on a très peu de traces, malheureusement. Il y a la moitié d'une tour de mosquée de Tlemcen qui est almoravide et qui est encore debout. J'espère qu'elle le restera plus longtemps et qu'il sera même restauré un de ces jours. Parce que justement là, peut-être ça renvoie beaucoup plus à une, comment dirais-je, à une philosophie, à une mentalité de toute cette population qu'on appelait dans l'histoire al-Barbar ou Imaziran, c'est-à-dire au-delà d'une nuance, de la différence de l'économie, du Sahara, de la montagne, et bien la langue, elle est là, et puis, comment dirais-je, quand on voit, par exemple, les festivités, je sais pas moi, le Nouvel An, ou l'Ansra, ou des événements liés au calendrier solaire, ben, c'est pratiquement chez tout le monde et de la même manière. D'accord. Donc, alors, qu'est-ce qu'il y a de typiquement les... Msmodé? Ça peut être quoi? Comme artisanat, comme plat, comme
Mode de vie, qu'est-ce qu'on a? C'est cette distinction d'abord de sédentaire-nomade à la base, et ensuite, s'il y a une différence, ça ne peut être qu'une différence du nomade et du sédentaire. Le mode de vie d'un sédentaire n'est pas le même que celui d'un nomade, ce qui est normal. Et à partir de là, il y a également la distribution des tâches, le travail homme-femme, parce que les hommes font une partie du travail dans les champs, mais les femmes également travaillent dans les champs, et énormément même. Je veux dire, elles passent plus de temps à l'extérieur qu'à l'intérieur de la maison avant les grands changements récents, mais ça reste encore, en tout cas, dans les milieux ruraux, cette distribution des rôles, y compris pour les enfants, que la majorité des recherches ethnologiques ou ethnographiques ou anthropologiques négligent. Les enfants, à partir d'un certain âge, ils ont des rôles, ils jouent des rôles, ils ont leur place dans le système économique, familial et de travail. Quand on lit l'histoire des Almohades, donc le moment où les musulmans ont exercé le pouvoir, on est frappé par l'organisation. On est frappé par on a envie de dire, la rigueur de la structure qu'ils ont mis en place. Que ce soit au niveau administratif, au niveau militaire, au niveau de l'apparat, le sultan, etc. Ça ne s'appelait pas sultan à l'époque. C'était très avancé. Mais c'était rigoureux. C'est-à-dire les codes couleurs, les salaires, les payes, les machins, etc. À chaque fois, on se dit, waouh, il y a 1000 ans, il y a ce côté vraiment... bureaucratique, si on peut dire, oui, mais dans plus le que langage d'aujourd'hui. Exact, ouais, bureaucratique, et même plus que bureaucratique. Presque symbolique, presque, etc. Oui, je me souviens de M. Oujam, ou M. Triki, je crois, qui disait qu'il y avait une épidémie, on mettait des bouts de papier dans les poches des gens sur leur identité, en cas de décès, pour qu'on sache exactement. Voilà. Une sorte de carte nationale, absolument. Non, certainement, il y a d'abord de l'accumulation du pouvoir précédent. Ils héritent un pouvoir, et donc oui, même si surtout ils le développent. Même s'ils le nient, ils font la suite. Absolument. Quoi, ils prennent l'héritage. C'est clair, quel que soit ce qu'on raconte sur les fameuses ruptures entre un système et un système, ou un régime ou un autre, il y a toujours une accumulation du pouvoir précédent, et on le développe surtout côté Mahdi Ben Toumertan Msmoudi, qui mobilise quand même Abdelmoumen Znati à côté de lui. Donc là, c'est une combinaison assez alchimique, assez importante. D'ailleurs, c'est pour cela que c'est... Le pragmatisme du pouvoir vient... normal, bien sûr. Y compris la création de cette espèce d'école d'administration à Tilmel, c'est-à-dire où on formait les agents d'autorité, les collecteurs d'impôts, etc., à l'époque al-Mouhad. C'est que les Znata vont récupérer par la suite avec les Mérinides, on en reparlera. Alors juste, je vais vous faire une petite parenthèse, ça vaut ce que ça vaut, hein, ne prenez pas ça comme une vérité incontestable, mais par une grille de lecture d'un ami en commun d'ailleurs, qui aime bien mettre les gens dans deux cases, les sédentaires et les nomades. Je parle des gens d'aujourd'hui, dans leur mode de vie, dans leur rapport à l'autre, dans leur rapport à... Il te dit, il y a les nomades, qui ont la maison ouverte et qui sont un peu détachés. Très réceptif, détaché, avec beaucoup de connexions sociales. Et tu as le sédentaire qui a plutôt l'envie de construire, l'envie de fermer. Et de s'enfermer. Et il te dit, et lui ça l'amuse beaucoup, de passer en revue nos amis en commun et de les mettre dans ces deux cases avec les nomades et les sédentaires. Voilà, c'est une grille de lecture, elle vaut ce que ça vaut. Non, il y a quelque chose qui reste dans l'ADN. Ça, c'est clair. Je veux dire, quel que soit... La propriété sédentaire, Je te donne un exemple. La relation avec Choix, pas les grillades. Choix. Il y a que les... Parce qu'on a décidé de parler de nourriture dans chaque podcast. Je ne sais pas si les gens sont au courant. Choix, c'est les personnes... Il faut préciser qu'il est enregistré à 12h45, donc c'est un sujet sensible. Choix, pour les personnes qui ont des origines nomades ou pastorales, reste un élément fondamental, quel que soit le degré de leur urbanisation, même si depuis 5 ou 6 générations. Quoi, tu es en train de me dire que Choix est nomade? Ah oui, c'est les éleveurs. Mais tout le monde mange Choix, Non, je parle Choix, la bête entière qui est cuite dans le four. المشوي carrément. هكاك. لا خليني من القطبان وهذاك الشيء ديال الطريق. Non. Ça c'est un truc de sédentaire qui... Tu es en train de me dire que المصمودة ما كيديروش مشوي? Non, ils sont pas connus pour ça. Non. Tiens, voilà, c'est important. Ah non. Mchoui, c'est tu pars de Porte des Salés, hein, tu pars de Zmo jusqu'à tout le Moyen Atlas, pays d'éleveurs, Sud-Est et Sahara, je veux dire, ça c'est parce que c'est des gens éleveurs, les bêtes et on a à gogo. Recevoir quelqu'un, le moindre des gestes, c'est égorger une bête. Ça, c'est vraiment comme s'il te donne une galette de pain. Il n'y a pas photo. Donc, les Msmoda, si je résume, on donnait les Almohades, ce sont des sédentaires, ce sont des gens plutôt dans les reliefs,
sont des experts de la gestion de l'eau. Ouais. Et C'est eux qui ont implanté tout ça en Espagne, au Portugal, en Andalousie, ce système d'eau de jardin, y compris dans la ville de Marrakech et la ville de Fès, un système de canalisation d'eau à domicile, s'il vous plaît. d'accord. Quelles On sont en a encore des traces dans la ville de Fès. aujourd'hui en termes tribal ou de ville ou de population qu'est-ce qui reste de Msmoudé? Bah, c'est tout ce qu'on appelle aujourd'hui les shloh boutiquiers et les services, etc. Un peu partout au Maroc, en France, en Belgique. On appelle Souessa. Ce qu'on appelle Souessa d'une manière générique. Parce qu'au fait, Sousse, c'est juste une petite zone, un triangle qui va de Taroudant, Tiznit, Tagadir en principe, c'est-à-dire la vallée de l'Oued Sousse. D'accord. Mais c'est un... Oui, bien sûr, Soussia aussi. Pardon? Le dialecte, c'est quoi? C'est Tashlahit. Parce que site, c'est juste un terme générique qui veut rien dire. D'accord. Donc, alors moi, je te livre aussi une autre de mes découvertes. J'ai lu quelque part que le fait qu'il y ait un réseau comme ça de distribution de commerce, qui est encore valable aujourd'hui, qu'on appelle vulgairement Moul Pisselé ou la Moul Hanout, n'est pas une construction récente. Elle date du commerce transsaharien, où les caravanes arrivaient dans le sud du Maroc. Il y avait un métier qui était celui d'aller chercher les denrées de l'autre côté du désert. Oui. Donc les compétences de navigation, de C'est sécurité, tracé, de Tout machin. ça est tracé. Et que derrière, il y avait une autre compétence qui était la distribution, les maths, le détail, Oui. le réseau, le crédit, etc. Et donc, logiquement, quand on regarde une carte, la distribution était de cette zone du Maroc, mais depuis le Moyen-Âge. Hein, c'est pas... Oui. Et non, attention, il n'est pas la seule, mais on a également un réseau de tafilelt de la zone de Rissani de l'ex-Sijl-Massa qui nous donne également une catégorie aussi très présente dans le circuit commercial au Maroc, surtout pour les épices, etc. Je veux dire, on a un héritage, c'est pour ça qu'il y a quelque chose qui reste dans l'ADN, entre guillemets, c'est-à-dire des métiers historiquement attestés, liés au réseau, justement, de route, de ce commerce transsaharien, et de dispatching de toutes ces marchandises. Même le transporteur de l'époque à dos dromadaire est devenu un transporteur par car. Avec l'arrivée du car, c'est toujours la même famille, si j'ose dire, la même tribu. métier, c'est juste un changement. Un changement, Un absolument. upgrade technologique. On est frappé quand on lit l'histoire du Maroc par la densité de... Si on parle de religion ou de savoir, parce que bon, à l'époque, le savoir est surtout un savoir religieux, on est d'accord. Très frappé par la densité dans cette région du Maroc d'idéologues, De savants, ce qu'on appelle les savants, les gens voilà, des savoirs de savoir. en général. c'est fuqaha, en fait. C'est ça le mot, quoi. C'est un métier. Oui, C'est un mais il y en a métier. tu vas en trouver beaucoup dans cette région. Oui, et on en trouve beaucoup au Sahara, dans l'anti-Atlas, dans le Haut-Atlas, mais aussi, mais moins intense, dans le Moyen-Atlas, le Doukala, l'Ijbala. On a des zones comme ça qui sont connues pour ce métier du savoir. Sauf que, au niveau des sommités de ce qu'on appelle les gens qui ont écrit, qui ont laissé des manuscrits, on a justement cette zone de Msmouda qui se distingue. C'est pour ça qu'on a un terme générique. D'ailleurs, c'est Mokhtar Soussi qui nous l'a laissé, Sous l'Alima, Voilà. la ville la région du savoir et des savants par excellence, parce que aussi, et c'est très important, pendant très longtemps, les tribus prenaient en charge ce qu'on appelle aujourd'hui les écoles dites traditionnelles. Parce que c'est des internats, c'est des gens qui voyagent pour apprendre. Il faut être logé, nourri, c'est les tribus qui les fournissaient. Et il y avait un système très fort et très important, justement, de cette prise en charge. Abdullah ibn Yassine, l'idéologue almoravide, et Msmoudi. Et les Msmoudi, Voilà. qui a bossé avec les Sanhaja. Vous savez Bien sûr, que il a bossé avec les Sanhaja, c'était leur idéologue, mais Ibn Soumart aussi. Ben Tomert, c'est un Msmoudi. Voilà, donc ce que j'essaie de dire là, pourquoi je raconte ça, parce que ça me fait rire quand on lit la littérature coloniale, où ils opposent de façon très basique des Berbères, pour utiliser leur vocable, faiblement islamisés, et des Arabes. Je ne sais pas si tu as déjà lu des textes comme ça. Islamisé par nature. Voilà. Je ne sais pas si tu as déjà lu des textes comme ça. Oh là là, Alors que quand tu t'intéresses à l'histoire... n'ouvre pas cette vanne. Là, parce que quand tu lis l'histoire du Maroc par des gens comme toi et non pas par un regard extérieur, le centre d'islam marocain, on a envie de dire, c'est des tribus berbères aussi, quoi. Bien sûr. Je veux dire, c'est tellement une évidence, mais seulement ces histoires de colonialisme et du savoir de l'époque coloniale a tellement bousillé les Ce choses. qui va donner le daïr berbère avec des berbères qui font n'importe quoi Ouais. au niveau religieux et des voilà. Ouais. On peut leur changer de religion par un simple décret, la connerie totale. Mais bon, je veux dire, il y a inside, outside, je veux dire, on regarde l'intérieur et l'extérieur, mais bon, le temps colonial est derrière nous. C'est une matière première pour nous assez extraordinaire aujourd'hui quand on voudrait
C'est un passage obligatoire de toute façon, mais surtout, par le métier, on apprend à comment regarder quand ils disent positif de quelque chose, pourquoi, quand ils disent négatif, quelque chose, pourquoi. Il y a même quelqu'un qui avait travaillé sur les plaines de Chaouia, sur les Bni Mskin, il a utilisé la phrase suivante. Ce sont des Arabes, mais encore à l'état berbère. Alors, une phrase comme ça, je dis, mais attends, qu'est-ce que c'est? Bah oui, qu'est-ce que c'est? Mais il faut être spécialiste pour la décoder, pour comprendre ce que ce bonhomme dit. Pourquoi? Parce qu'il parle d'Arija, des éleveurs, qui sont dans ce que les Français disent de la loi coutumière, et il ne comprend pas pourquoi ils ne sont pas civilisés, parce qu'on croyait que ce qui est civilisé au Maroc, c'est arabe, ce qui est primitif, c'est berbère, et ce qui est primitif, c'est entre Rome et l'arrivée des Français. Donc, entre Rome et l'arrivée des Français, rien ne s'est passé chez ces berbères. Oui, si, c'est comme ça la conception développée. Bien sûr. Et beaucoup le pensent encore aujourd'hui. On a parlé de ça, mais dans ce storytelling, il y a un problème qui est la civilisation almohade, par exemple, dont les murs sont encore debout. Et là, on va t'expliquer que c'est plutôt l'Europe, l'Andalousie qui a... Et ouais, on va essayer... Au milieu, tu mets l'Andalousie. C'est-à-dire entre les deux grands pôles européens, français, 20e siècle, et romains, même si Rome était l'européenne. Et tu as au milieu l'Andalousie, encore européenne, qui vient tirer. Voilà. Ouais. Mais ça, on en a déjà. On sait qu'on est dans ton thème. Par contre, on va revenir au Msmouda. J'ai une remarque, elle vaut ce que ça vaut. Si on parle des trois grandes tribus, donc les Snahaja, on a parlé la semaine dernière, les Msmouda et les Zneta, autant tu as des Zneti, je parle des noms de famille, autant c'est un mot qui sonne. Bah, tu l'as juste à côté de Casa, déjà. Oui, non, bien sûr, Zneta, Zneti, etc. Autant tu as des Snahaja, Snahaja. Autant Msmoudi, c'est un nom qui a moins marqué notre... Alors pourquoi? Non, ça existe comme nom de famille en Tunisie. Je parle pas de nom de famille, je parle même... Pardon. C'est pas une évidence, je sais pas. Je sais pas ce que ça vaut, ce que je dis. Non, peut-être parce que le moshleh ou ceci, l'a remplacé. Les termes génériques peut-être l'ont remplacé ou l'ont supplanté. Mais je veux dire, chez les concernés, c'est connu, on connaît même jusqu'à les nuances, les deux partis politiques qui ont structuré l'Imsmouda à travers l'histoire, Tagouzult et Tahougat. Tagouzult qui nous a donné le Jézuli. Quand on dit Jézuli, c'est un groupe, c'est une sorte de parti politique qui a structuré la vie, et ça nous a donné d'ailleurs des évolutions politiques par la suite avec Saadiyine. Saadiyine, c'est un mouvement Jézuli, c'est-à-dire une sorte de parti politique. Les partis politiques sont des orientations zaouiesques. C'est des alliances de tribus sous le vocable Tagouzult, en tamazirt, qui devient Jazoula ou Jazuli. Et ça nous a donné Saadiyine. Et l'autre? Tahougat, c'est le clan en face. Et ça structure. Qui a perdu. Non, mais c'est mobile, hein, ça structure jusqu'en Mauritanie, hein, les alliances tribales encore dans le temps, peut-être ça s'effrite, mais il y a toujours des résidus qui sont là. Ça peut s'expliquer par des histoires de mouvements, de compétition sur des choses au niveau local ou au niveau de l'espace. Tu vas à Agadir, tu dis à quelqu'un d'Agadir ou de Tchéra qu'il est de la montagne, pour lui, c'est comme si tu l'insultes. Tu dis non, moi je suis urbain, moi je suis pas Boudrer, je suis pas de la montagne, je suis urbain, un pur urbain, Ashlahi, oui, mais je suis urbain, je suis pas de la montagne parce que c'est une manière de se distinguer et également à l'intérieur des groupements, mais c'est normal, toujours l'image générique entre les gens de la plaine, de la montagne et de la ville. Je veux dire, c'est classique, il y a pas de problème, chacun est fier de son appartenance territoriale comme ils le sont. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? J'ai vu que tu es resté accroché aux histoires des Almohades, c'est vrai, c'est très intéressant. Quand on regarde les Almohades de l'intérieur, c'est-à-dire en tant que groupement Msmoudi, chez lequel les Snahajis sont arrivés du Sahara pour les dominer, en faire même une place de pouvoir, parce qu'à Marrakech, c'est dans l'espace des Msmouda. Je veux dire, les jours des Almoravides étaient comptés, parce qu'il ne faut pas oublier que le déplacement de la capitale de Harmat à Marrakech a beaucoup affecté le commerce, le bien-être, toute une économie chez les Masmouda. Et à partir de là, les ingrédients du litige commencent à fermenter doucement pour que quelqu'un arrive par la suite et il l'a surfé dessus, parce que justement, ils ont été très affectés par les grands changements survenus, non seulement sur le plan politique, mais aussi et surtout sur le plan économique.
Merci, j'espère que vous en savez plus sur la deuxième famille. Quand je dis la deuxième, hein, c'est pas ni hiérarchique, ni... c'est juste une question de Spatial. géographie. Voilà, c'est spatial. Voilà, c'est une façon de les ranger du sud au nord. On a parlé des Msmoda. La semaine prochaine, nous avons rendez-vous avec les Znetza, la dernière famille plus au nord. Restez donc connectés. Merci Mustafa pour toutes ces précisions. Merci à vous. Le podcast Tribu est produit avec le soutien de Maroc Télécom. Maroc Télécom, un monde nouveau vous appelle.